Planifiez mieux avec le balado Le Planif. Bonjour et bienvenue. On va faire connaissance aujourd'hui avec Sébastien McMahon, stratège, économiste et gestionnaire de portefeuille chez IA Groupe Financier. Aussi, dans cette édition, je vous parle de Blue Sky, ce réseau social semblable à Twitter qui a connu une poussée de croissance phénoménale en novembre 2024. Alors, en quoi il est différent de X, le réseau social d'Elon Musk? Aussi, peut-on y investir? Isabelle Junot va nous présenter le GPFG, le Government Pension Fund Global, le fonds souverain de la Norvège, qui est le plus important fonds du genre au monde. Il administre, écoutez, plus de 2000 milliards de dollars. L'énorme Badland des Norvégiens est investi à 70% en actions. Et la question du beau-frère aujourd'hui touche à la question du 4% pour les retraits. Si vous avez accumulé, par exemple, dans vos REER, vous avez des sommes importantes, vous retirez à la retraite, il y a une règle de décaissement qui dit qu'on devrait retirer que 4% par année. Cette règle est-elle toujours d'actualité? Avec l'augmentation de l'espérance de vie, ne devrait-on pas être plus prudent et retirer moins? On répond à cette question dans cette édition. Le balado Le Planif débute à l'instant. Le Government Pension Fund Global, GPFG de la Norvège, souvent surnommé le Fonds du pétrole, est un titan financier avec une histoire aussi profonde que les eaux des fjords norvégiens. Créé en 1990 pour gérer les revenus pétroliers du pays, ce fonds souverain est le plus imposant du monde avec une valeur qui dépasse les 2000 milliards de dollars canadiens. Chaque Norvégien est en théorie millionnaire grâce à cette cagnotte qui détient 1,5% des actions mondiales et possède des participations dans plus de 9000 entreprises dans 74 pays. Mais le GPFG n'est pas seulement un géant par sa taille, il est également pionnier de l'investissement responsable. En 2020, le fonds a exclu des entreprises impliquées dans le tabac, les armes controversées et les énergies fossiles non durables, affirmant son engagement envers un avenir plus vert. Ces choix montrent la volonté du fonds de favoriser un impact positif global, bien au-delà des frontières norvégiennes. Les investissements du fonds couvrent un éventail incroyable de secteurs allant de l'immobilier dans les grandes capitales comme Paris et New York aux technologies de pointe. Pourtant, le fonds fait parler de lui non seulement pour ses investissements, mais aussi pour ceux qu'il ne fait pas. Par exemple, le GPFG a délibérément choisi de ne pas investir dans des entreprises qui génèrent plus de 30% de leur chiffre d'affaires à partir du charbon. Cette approche sélective a même réussi à rehausser sa rentabilité. En 2019, le GPFG a enregistré un retour sur investissement record de 19,9%, le meilleur de son histoire. Un exemple édifiant de la manière dont la responsabilité et la rentabilité peuvent aller de pair, faisant du Fonds souverain de la Norvège un modèle pour les investisseurs du monde entier qui cherchent à allier éthique et performance. Vous savez que vous pouvez communiquer avec moi via les réseaux sociaux comme LinkedIn, comme Facebook ou encore Blue Sky, bien sûr. Oui, pendant de nombreuses années, j'étais sur X, Twitter. Maintenant, j'ai migré moi aussi vers Blue Sky. Est-ce que le ciel est plus bleu? Oui, peut-être pour l'instant, mais ceux qui ne le savent pas, Blue Sky, c'est un réseau social décentralisé fondé en 2021 par Jack Dorsey, qui est un des cofondateurs et ancien PDG de Twitter. Il a été conçu pour offrir une alternative à X, qu'on appelait Twitter. Mais vous savez que Elon Musk a pris le contrôle, il a acheté ça 44 milliards et puis les finances n'ont pas cessé de se dégrader. Il s'en est servi ni plus ni moins comme son porte-voix. Et je crois que ce qu'on décrit en fait de X, c'est que l'algorithme est complètement déréglé et le fait d'avoir ramené tous ceux qui étaient kick out, tous ceux qui avaient été sortis, soit par des menaces de mort, par des propos incendiaires, ou même par des mensonges éhontés, Musk a donc permis à tous ceux qui avaient été barrés du réseau de revenir.
compris des conspirationnistes du type Alex Jones. Ça, c'est fort. Mais bref, on peut dire que l'ambiance devenait de plus en plus toxique sur X, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont migré de X jusqu'à Blue Sky. Ça se distingue par une architecture décentralisée, comme je disais, et ça permet aux utilisateurs de contrôler les données et de personnaliser l'expérience en ligne. Et en novembre 2024, Blue Sky a connu une croissance exponentielle qui a attiré des millions de nouveaux utilisateurs, frôlant les 20 millions. Mais on est parti de rien, faut dire. Et c'est une augmentation qui est en grande partie due à l'élection de Trump à la présidence des États-Unis et au soutien affiché par Elon Musk. C'est le propriétaire. Et de nombreux utilisateurs sont mécontents de l'orientation politique, peut-être, mais surtout des problèmes croissants de modération de contenu. C'est ce qui fait que on va publier des trucs. Par exemple, dans mon cas, oui, je publiais des trucs sur la finance. On va juste mentionner que le taux d'intérêt baisse, puis on se fait insulter. On va juste mentionner que les indices fracassent des records, on se fait insulter, puis on reçoit une plug pour s'abonner à une lettre sur les cryptos. Et c'est ce genre de suite-là qui était devenu franchement désagréable lorsqu'on fréquentait l'ancien Twitter, le X. Alors, des fils d'actualité qui sont un peu différents sur Blue Sky. Il y a la possibilité de publier des messages courts, des images, des vidéos, et la structure décentralisée permet aux utilisateurs de choisir ou de créer des algorithmes qui se personnalisent. Et ce que je trouve vraiment très bien, c'est qu'on peut faire des packages, ou si vous suivez par exemple la finance, la planification, l'économie, vous pouvez avoir un package de gens dans cette catégorie et d'un coup, vous pouvez suivre tous ceux qui font partie de ce cercle restreint. C'est quand même très intéressant. C'est une croissance donc très rapide. Il y a eu en une semaine à la mi-novembre 1,25 million de nouveaux inscrits, principalement donc après l'élection américaine. Et il y a d'autres réseaux aussi qui fonctionnent un peu mieux, comme Threads de Meta. Threads, qui est le petit frère de la patte gauche d'Instagram. Et une anecdote intéressante pour l'attrait de Blue Sky, c'est qu'après l'élection de Donald Trump, il y a de nombreux fans de Taylor Swift qui ont quitté X pour joindre Blue Sky et ils étaient bien sûr mécontents du soutien de Musk à Trump et des discours de haine qui sont vraiment légion sur X. Alors ces fans ont trouvé sur Blue Sky une plateforme peut-être plus accueillante, du moins pour l'instant. Mais en terminant, pour parler de Blue Sky, est-ce qu'on peut investir là-dedans puisque ça a vraiment la ferveur populaire? Non, c'est une entreprise privée. Elle n'est pas cotée en bourse, ce qui signifie qu'il n'est pas possible pour le grand public d'investir directement dans la société Blue Sky. Les investissements dans des entreprises privées sont généralement réservés aux investisseurs institutionnels ou encore accrédités. Il y a certains fonds privés peut-être qui vont y toucher un jour, on verra bien. Mais cependant, et là, méfiance, il y a une société cotée en bourse qui porte un nom similaire, Blue Sky Digital Asset. C'est une entreprise basée au Canada, canadienne, qui se spécialise dans le minage de crypto, comme le Bitcoin et l'Ethereum. Elle est cotée sous le symbole BTCWF sur le marché over-the-counter aux États-Unis et sous le symbole BTC.CN sur le marché canadien, mais c'est pas la même chose du tout. Ne tombez pas dans le piège parce que vous aurez un investissement qui a aucun lien avec le réseau social Blue Sky. Balado, le planif. Investissement. Au Balado Le Planif, on est heureux de recevoir pour la première fois Sébastien McMahon, vice-président chez IAGMA. Il va nous dire c'est quoi? Allocation d'actifs, stratège en chef, économiste senior, gestionnaire de portefeuille. Wow, c'est toute une expérience et tout un titre. Bonjour Sébastien. Salut Fabien, ça va bien? Oui, très bien. Alors, IAGMA, c'est Gestion mondiale d'actifs, c'est ça? Oui, exactement. C'est le secteur des placements de IA Groupe Financier. Donc, on a au-dessus de 100 milliards d'actifs sous gestion. Moi, je fais partie de l'équipe d'allocation d'actifs. Donc, je suis co-gestionnaire de portefeuille pour tout ce qui est de fonds balancés offerts chez IA, que ce soit des fonds, surtout des fonds distincts, mais aussi des fonds mutuels. Puis aussi, je fais la stratégie. Il faut lire là-dedans tout ce qui est de transactions discrétionnaires, basées sur de l'analyse macroéconomique, ce qui n'est pas systématique, qui n'est pas nécessairement fait par des algorithmes et puis des ordinateurs. Donc, tout ce qui est de l'analyse fondamentale, donc c'est de mon côté que ça se passe au sein de l'équipe d'allocation d'actifs. Okay. Donc, on est une belle équipe, fait des belles choses, puis on a bien du plaisir.
Bon, tant mieux. Il y a donc, il y a les fonds distincts, il y a les activités de fonds communs de placement, mais vous avez aussi du collectif, je pense, pour des régimes de retraite. Oui, tout à fait. On a du collectif, on a des fonds qui sont dédiés à ça. C'est des fonds d'allocation d'actifs, justement, c'est ça le nom qu'ils portent. Donc, on s'occupe de plusieurs fonds. On a environ entre 10 et 15 milliards de dollars, là, dépendamment de l'évolution des marchés, là, en actifs, en gestion dans notre équipe, dans l'équipe d'allocation d'actifs. C'est plusieurs familles de fonds. Au total, c'est environ une quarantaine de fonds, mais séparés en familles de 3 à 5. On a une stratégie globale qu'on applique à toutes ces familles de fonds-là, mais dépendamment des besoins des clients, dépendamment de la nature des produits, des besoins des lignes d'affaires, ben, il y a des petites divergences entre certains produits. On a une grande stratégie qui combine l'analyse fondamentale macro et puis avec le meilleur aussi de la gestion systématique. Mis ensemble, ça donne des résultats qu'on pense qui sont optimaux. OK. Et Sébastien, parle-moi de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené dans le domaine de l'économie et la gestion d'actifs? Ben, moi, je suis un économiste pur et dur. J'ai appris la finance sur le marché du travail, même que j'ai jamais pris de cours de finance de ma vie. J'ai fait le CFA quand j'étais dans le début trentaine pour pouvoir acheter une corde à mon arc, là. Mais moi, je suis en économie et mathématiques à l'université. Puis l'économie, c'est intéressant parce que, tu sais, quand on est jeune, on essaie de comprendre comment est-ce que le monde fonctionne. Puis il y a, disons, l'aspect physique, tu sais, sciences naturelles, de comprendre comment fonctionne le monde autour de nous. Mais moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est pour comprendre comment la société fonctionne. Tu sais, on est tous des individus avec des intérêts qui sont propres à nous, mais des intérêts pour le bien collectif aussi. Puis comment est-ce que tout ça donne une société qui se tient avec certaines règles qui sont bien établies, le rôle des gouvernements, tout ça, comprendre tout ça, ça m'intéressait beaucoup. J'aimais beaucoup prétendre, quand j'étais jeune, un peu plus baveux, là, de dire que, tu sais, on le sait que l'eau bouille à 100 degrés et qu'elle gèle à 0 degré, mais pourquoi est-ce qu'on peut vraiment prédire le comportement d'un individu, d'un groupe d'individus, d'une entreprise, d'un pays aussi précisément que ça? Probablement pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique tout ça? Donc, la science économique, ça a amené les réponses à toutes ces questions-là. On dirait justement qu'avec l'économie et la finance, il y a plusieurs manières d'avoir raison. Oui, tout à fait. Puis, il y a plusieurs cas d'analyse, il y a plusieurs points de vue. C'est juste quelqu'un qui s'en va étudier en économie. Moi, je suis en économie mathématique. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était les modèles. Puis, dans les modèles, on fait des abstractions pour essayer de faire fonctionner l'économie dans un système fermé. Mais il y avait des gens avec qui j'étudiais qui étaient en économie politique, qui, eux, les mathématiques, ça les intéressait pas. Les modèles, ça les intéressait pas. Mais c'était des gens qui avaient une vue très développé sur le géopolitique, les incidences des décisions au quotidien par tous les grands décideurs. Donc, il y a plusieurs façons d'approcher l'économie. Puis, qu'est-ce qui est intéressant avec la finance, dans le domaine dans lequel j'agis dans le moment, c'est vraiment l'application de tout ça. Tu sais. Puis, être un gestionnaire de portefeuille plutôt qu'être simplement un économiste, puis il n'y a rien de négatif dans ce que je dis là, mais d'être un gestionnaire de portefeuille, c'est la vue macroéconomique, la vue géopolitique, la vue sur qu'est-ce que les gens ont l'air de penser dans le moment dans les marchés. Est-ce que je suis d'accord avec la vue des marchés? Si oui, ben, j'ai pas grand-chose à faire, mais sinon, j'ai une belle opportunité de faire de l'argent pour nos clients ou j'ai l'opportunité de me tromper aussi. Donc, de mettre tout ça en application, puis d'essayer de faire profiter nos clients de ces vues-là, de ces analyses-là, c'est le fun. On ne peut pas se tanner de ça. Quand on embauche des gens dans notre équipe, des jeunes, je leur dis toujours que si tu viens dans notre équipe et tu n'aimes pas ce que tu fais, probablement que tu n'es juste pas dans le bon domaine parce qu'on touche absolument à tout. Et puis, chaque journée est différente. Donc, la finance, c'est une application, c'est un domaine de travail qui est fascinant. Ben oui, ça touche à tout. Ça touche à la santé, la technologie, beaucoup l'innovation aussi. Et ça m'amène sur un terrain que, justement, pour les modèles mathématiques et aussi tenter de prévoir ou encore de déceler des tendances, on se sert d'outils de calcul, mais maintenant, l'intelligence artificielle vient nous assister. Vois-tu ça comme un outil ou un compétiteur? Je vois ça comme un outil, puis on fait beaucoup de travaux à l'interne sur l'intelligence artificielle, comment on peut l'utiliser, puis on a
On a changé le nom, on n'appelle plus ça de l'intelligence artificielle, on appelle ça de l'intelligence augmentée maintenant. On voit ça comme un outil. L'intelligence artificielle va remplacer les gens qui ne veulent pas se servir de l'intelligence artificielle. Les grands gagnants de tout ça, ça va être les gens qui intègrent ça à leur pratique, puis qui deviennent plus productifs. Puis je m'en sers énormément au quotidien. Tu sais, ChatGPT, c'est un outil qui est vraiment précieux. On peut faire un paquet de choses avec ça. C'est comme si je qualifie ça souvent c'est comme si on embauche une nouvelle ressource qui est hyper qualifiée, mais qui manque d'expérience un peu. Donc, on peut lui donner des tâches. Va me chercher toute l'information qu'il y a à trouver sur un certain sujet. Aide-moi à monter un code de programmation pour mettre en application l'idée que j'ai là. Puis, la touche de créativité, du moins dans le moment, ChatGPT et l'intelligence artificielle ne peut pas vraiment nous l'apporter. Après ça, c'est nous, avec notre expérience, qui peut prendre ça comme base, puis avoir des gains de productivité, mais être capable de pousser nos idées plus loin. Donc, je dirais que c'est un grand facilitateur. On s'en sert beaucoup. Maintenant, les prochaines années vont avoir l'air de quoi? J'ai encore un gros point d'interrogation, là. Quand on regarde que les capacités d'intelligence artificielle, le multiplicateur, c'est environ de x10 par année, là, ce que ça peut faire. Ce que ça veut dire, c'est que après 1 an, c'est 10 fois plus fort. Dans 2 ans, c'est 100 fois plus fort. Dans 3 ans, c'est 1000 fois plus fort. Qu'est-ce que ça veut dire 1000 fois plus fort que ChatGPT aujourd'hui? Je pense qu'il n'y a personne qui le sait exactement. Fait qu'il y a un thrill là-dedans. C'est une belle découverte qu'on est en train de faire collectivement, là. Ben, on voit aussi que ça tiré vers le haut à peu près toutes les sociétés qui gravitent autour de l'intelligence artificielle. Certains vont dire que ça a créé une bulle ou ça a créé une exagération. Et toi, tu es de quelle école quand on regarde les valorisations des sociétés? Bien sûr, il y a Nvidia, mais il y en a d'autres dans les circuits ou encore ceux qui les utilisent le plus ou ceux qui les ont financés comme Microsoft. Oui, tout à fait. Il y a un parallèle à faire avec la bulle des dot-com. Un parallèle, oui et non. Dans la bulle des dot-com des années 90, on savait que l'Internet allait changer le monde, puis c'est vrai que l'Internet a changé le monde. Maintenant, la question, c'est quelle entreprise qui va vraiment être la grande gagnante ou quelles entreprises au pluriel qui vont être les grandes gagnantes, qui sont les grandes gagnantes de tout ça. Puis comment est-ce qu'on peut se positionner aujourd'hui? Puis Nvidia, c'est un peu le Cisco de l'époque qui faisait au début ce qu'on appelle le hardware. Là, donc la capacité d'amener les télécommunications à monsieur, madame, tout le monde dans les années 90, c'était Cisco. Maintenant, c'est peut-être Nvidia avec ses cartes, ses GPUs, là, et puis tout ce qui est d'infrastructure. Après ça, pour construire des centres de données, on va avoir besoin d'investir beaucoup en capacité de production puis distribution électrique. Donc, ça aussi, il y a un thème d'investissement là qui a été assez important au cours des dernières années. Mais maintenant, c'est quelle entreprise qui va gagner? On entend beaucoup des discours plus balancés maintenant de la part des gestionnaires de portefeuille, dire oui, on sait que Google, on sait qu'Amazon est en bonne position, Microsoft, on sait qu'Nvidia aussi, mais quand est-ce qu'on va avoir les dividendes de tout ça? Quels dividendes est-ce que ça va être? Puis aussi, est-ce que le grand gagnant de ça est une entreprise qui est publique aujourd'hui, qui est investissable? OpenAI, peut-être, c'est pas une entreprise qui est publique, c'est encore privé. Il faut pas se rappeler faut pas oublier plutôt que peut-être le grand gagnant là, de la course à l'Internet, on peut dire que c'était Google, puis Google est devenu public en 2004. La bulle a éclaté en fin 99. Donc, il y a ça aussi qui est un peu difficile à définir. Mais aujourd'hui, quand même, quand on regarde ce domaine-là, on voit que ces grandes entreprises-là font beaucoup d'argent. C'est pas juste spéculatif, font beaucoup d'argent, sont très rentables, les multiples sont élevés, mais les attentes sont remplies chaque trimestre. Donc, pour le moment, je dirais que c'est pas vraiment une bulle, mais on sent que maintenant, la discussion est beaucoup plus balancée qu'elle l'était il y a 1 an ou 2. Là. Mais l'investisseur, lui, il est tiraillé parce qu'il ne veut pas manquer des opportunités, le fameux FOMO, le Fear of Missing Out. Ouais, et quand on regarde Google, l'entrée en bourse de Google 2004 s'est fait presque simultanément avec Domino Pizza. Puis aujourd'hui, on regarde la progression des 2 titres et Domino Pizza fait quelque chose comme 5000 % de rendement, puis 6500, 6700 pour Google. Je crois que ça nous envoie un message aussi que le portefeuille, il doit être comme une alimentation un peu plus équilibrée. Oui, ça prend toujours de la diversification. Puis, l'exceptionnalisme américain, ça existe dans les marchés. Les plus grandes entreprises de la planète, les plus rentables sont là, les entreprises les plus créatives
actrices les plus, ce qu'on a en anglais disruptive, là en français, je veux pas inventer un nouveau mot, là, mais les entreprises qui changent le monde sont là. C'est évident que ça prend des actions américaines dans un portefeuille, puis la taille du marché américain sur le marché, dans le pourcentage du marché mondial maintenant est assez élevé. Ça prend par contre une bonne diversification dans les portefeuilles. Je dirais que dans la décennie 2010, peut-être dans les quelques dernières années aussi, c'était gagnant d'avoir plus d'actions américaines qu'autre chose dans un portefeuille parce que ces grandes entreprises-là, que les taux d'intérêt étaient très bas, bénéficiaient, tout ça. Mais maintenant, si on regarde devant, ce qu'on voit, c'est qu'on voit que le marché américain, il est dispendieux, mais avec raison. Donc, est-ce qu'il y a des gains à aller chercher encore autant qu'avant? Quand on regarde les valorisations actuelles puis qu'on se projette sur 5-10 ans devant, on voit qu'il y a probablement moins de potentiel aux États-Unis qu'ailleurs. Le marché canadien n'est pas très dispendieux. Les actions japonaises sont pas dispendieuses, puis il y a des réformes structurelles importantes qui rendent les actions japonaises intéressantes. L'Europe est en train de tourner le coin. Les actions européennes, c'est toujours un peu l'enfant pauvre là, parce qu'il y a moins d'innovation qui se passe là-bas, mais quand même d'avoir un portefeuille diversifié en termes sectoriels, les secteurs qui sont restés derrière pendant que la technologie avançait, maintenant on les voit rattraper. Au troisième trimestre, c'est un bon exemple, là, le S&P 500 a fait 5% au troisième trimestre de cette année, puis les secteurs plus défensifs, comme les services aux collectivités, là, les utilities en ont fait 20%. Donc, puis le TSX a fait 10% au troisième trimestre. Donc, on voit qu'il y a ces moments-là là, de rattrapage sont en place. Donc, la diversification dans le moment, c'est le seul free lunch qu'on peut avoir en placement, mais ça peut être payant d'être bien diversifié à partir de maintenant. De ton expérience et aussi tes connaissances, quand les taux d'intérêt se mettent à baisser, l'impact qui se remarque le plus, est-ce que c'est dans les services financiers ou dans une autre catégorie? Quand les taux d'intérêt baissent, ça dépend toujours de la raison pour laquelle ils baissent. S'ils baissent parce que l'économie va très mal, généralement, les gens se réfugient dans la croissance puis dans les technologies où est-ce qu'on sait que les rendements attendus là, pour les grands titres de technologie vont être moins affectés que d'autres secteurs. Si les taux d'intérêt baissent comme dans le moment parce qu'on s'en va vers une inflation un peu plus contrôlée, les secteurs défensifs qui donnent des gros dividendes, c'est des secteurs qui font bien. Donc, comme par exemple les services aux collectivités, qu'est-ce qui est de l'immobilier aussi, là, les REITs, ça fait relativement bien. Les technologies peuvent être portées encore par des taux d'intérêt qui sont plus bas, là, juste parce qu'avec la relation avec les titres de croissance là, qui a tendance à être négative entre les taux d'intérêt et les valeurs actualisées. Donc, il y a plusieurs secteurs qui peuvent en bénéficier. Les banques, c'est surtout la pente de la courbe. Donc, quand les taux courts baissent plus rapidement que les taux longs montent, avoir une courbe pentue, c'est bon pour ces titres-là parce qu'on prête un taux d'intérêt plus bas, puis on emprunte plus élevé plutôt, puis on emprunte à un taux plus bas. Donc, il y en a un peu pour tout le monde, je dirais, dans le contexte actuel où on baisse les taux parce que l'inflation est plutôt sous contrôle. Les petites capitalisations, je remarque que là, on dirait qu'il y a vraiment un décollage. Oui, puis ça, c'est toujours un point d'interrogation. Quand on regarde le secteur des petites capitalisations, les valorisations sont intéressantes quand on compare aux grandes capitalisations. On attend toujours d'avoir une impulsion dans le marché, mais on est toujours un peu refroidi dans nos analyses quand on regarde le pourcentage de firmes dans les indices de petites capitalisations, surtout américaines, qui ont des rendements qui font pas d'argent, même qui perdent de l'argent. Des compagnies zombies, la qualité est pas là nécessairement dans les petites capitalisations. Donc, ce qu'on pense, c'est que c'est peut-être plus dans le milieu les petites, les moyennes et les grandes capitalisations. Les moyennes capitalisations, on voit plus de qualité. On voit des perspectives de croissance des revenus qui sont intéressantes. On voit des valorisations qui sont intéressantes aussi. Donc, si on a à jouer la longue partie là, sur les prochaines 5 à 10 ans, probablement que les moyennes capitalisations américaines seraient à favoriser au-delà des grandes et puis des petites capitalisations. Et comment tu définis la qualité? La qualité, c'est beaucoup le pourcentage de firmes qui font de l'argent, qui sont capables de faire une croissance de leurs revenus, la profitabilité de l'entreprise. Donc, il y a des indices de qualité là, qui font une espèce de screening pour tous ces facteurs-là. Là. Vraiment, la capacité de faire de l'argent, de croître les profits. Donc, c'est comme ça qu'on définit généralement là, la qualité. Là. D'accord. Sébastien, avec la politique américaine qui a pris une grosse partie de la place dans l'actualité en 2024, est-ce qu'un gestionnaire tient compte de l'offre, finalement, des promesses des différents candidats? Est-ce que c'est quelque chose qui intéresse les stratèges et les gestionnaires de portefeuille?
Généralement, je dirais que c'est pas la meilleure idée de donner trop de poids à la politique quand on est un gestionnaire de portefeuille. Sauf quand on a des candidats un peu différents comme Donald Trump en 2016, 2020, 2024, il fallait en tenir compte parce qu'il y a des politiques des propositions plutôt, on verra si ça devient des politiques, normalement c'est des propositions qui peuvent changer beaucoup de choses sur l'échiquier mondial, surtout dans la façon de faire du commerce entre les pays. Donc quand on parle de mettre des tarifs uniformes à l'échelle mondiale, on sait que ça veut dire qu'il va y avoir des représailles des autres pays. Puis quand il le fait dans son premier mandat, il y en a eu des représailles. Quand on veut attaquer la Chine de front, on sait que ça peut avoir un impact assez important. Il y avait des lobbyistes là, cette semaine justement qui commençaient à dire que les prix des ordinateurs pourraient augmenter de 500 $ en moyenne parce que c'est les composantes chinoises qui sont dedans qui vont faire augmenter le prix. Donc, quand il y a de l'incertitude comme ça, puis on ne sait pas dans quel monde on va opérer, là, on n'a pas le choix de mettre une petite prime de risque, là. Mais pour l'investisseur qui se dit, moi, ça me perturbe trop, j'ai l'impression qu'il peut y avoir pendant plusieurs mois du brasse-camarade avec certains extrémistes de dire sortir du marché américain complètement dans ces REER, dans ces CELI. J'imagine que c'est extrême comme réaction. C'est toujours la mauvaise décision à prendre de dire de sortir des marchés parce que après ça, il faut rentrer dans les marchés. Puis bien réussir une sortie puis une rentrée dans les marchés, je vous dirais, regardez, nous autres, on est 150 professionnels des placements, là, puis on fait pas ça parce qu'on n'est pas capable de rentrer et de sortir au bon moment d'un marché nécessairement quand c'est des mouvements tactiques de court terme comme ça. La façon de gagner comme investisseur à long terme, c'est de rester dans les marchés toujours. Puis si votre portefeuille, vous le regardez dans le moment puis il vous empêche de dormir, faut appeler son conseiller financier puis il faut ajuster le portefeuille. Peut-être qu'il faut prendre moins de risques dedans, peut-être que ça prend plus d'obligations, peut-être que ça prend moins de technologie, peut-être que ça prend quelque chose, mais ça ne veut pas dire qu'il faut sortir des marchés parce que il y avait un exemple qu'on a utilisé souvent là, pour faire de la pédagogie. On prenait l'année 2020 où le marché a vraiment reculé fortement, puis on disait, OK, mettons que quelqu'un était arrivé au mois de février, début mars, dire, OK, le marché recule beaucoup, je ne veux pas mettre en danger ma retraite, je sors tout de suite. Puis après ça, le marché recule encore. Il y a un certain moment où le marché recule, puis là, on est fiers de nous, puis on se dit, je me suis sauvé une perte importante. Mais après ça, il y a une espèce de dicton dans le placement qui dit que le meilleur moment d'entrée, c'est le moment où tu vas vouloir faire n'importe quoi sauf entrer dans le marché. Donc, de rentrer au bon moment après, ça n'arrivera pas. Il n'y a personne qui nous écoute là, qui à part par de la chance, va avoir le bon timing pour rentrer. Ça, je vous le garantis. Donc, si on sort à un certain moment, après ça recule, on est fiers de nous, après ça, l'espèce de billet de confirmation qu'on a bien fait, généralement, ça fait en sorte qu'on reste en dehors des marchés longtemps. Puis, si quelqu'un avait attendu fin 2020 pour dire, OK, maintenant, je comprends un peu mieux le monde dans lequel on est, puis je rentre dans les marchés, on avait pris un exemple, là, que la personne qui était restée dans les marchés était 20% plus haut à la fin de l'année, puis la personne qui était sortie, puis qu'après ça était rentrée, avait fait une espèce de 2% total sur son année. Donc, tu sais, dans des cas extrêmes comme ça, je pense que ça l'illustre bien. Si vous êtes inquiet, appelez votre conseiller financier, bougez le portefeuille comme il faut pour être capable de bien dormir, mais sortir des marchés, c'est toujours une mauvaise idée. Oui, on peut aussi préciser que quand on achète des actions américaines, on n'achète pas des entreprises de la société de Trump ou de sociétés parallèles à Kamala Harris. On achète des actions américaines, puis celles-ci, quand elles sont multinationales, une grosse partie des revenus peut venir d'autres pays et des consommateurs de partout dans le monde. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, si vous avez une stratégie qui est basée sur des fonds négociés en bourse qui sont passifs, vous allez avoir généralement beaucoup de diversification parce que vous êtes dans les indices. Donc, ça vient aider. Si vous faites affaire avec des professionnels, des gestionnaires, c'est des stock pickers, fiez-vous sur ces gens-là pour vous placer dans les bons titres au bon moment parce qu'eux autres aussi, ils veulent protéger le portefeuille. Eux autres, ils ont le droit, ils ont le rôle fiduciaire envers les clients. Donc, fiez-vous professionnels à ces moments-là pour rentrer, sortir dans les bons titres au bon moment, là. Puis, je vous dirais, assurez-vous d'être capable de dormir tranquille. Puis les restants, j'ai toujours, tu sais, l'adage, là, c'est que investir pour le long terme, là, ça devrait être la chose la plus ennuyante que vous faites de votre vie. C'est ce que ça devrait être. Il n'y a pas de thrill là. Laissez ça aux professionnels. Investissez régulièrement. Si les marchés reculent puis vous achetez des actions, vous investissez à chaque 2 semaines, chaque mois, vous allez acheter à la baisse en cours de route. Puis éventuellement, quand ça va monter, vous allez être content de l'avoir fait.
Sébastien, je veux t'amener sur carrément un autre chemin maintenant. Stratège, économiste, gestionnaire et aussi guitariste. Ça m'a vraiment surpris. Je t'ai vu sur un stage et puis, ma foi, tu te débrouilles très bien. Tu as le temps de jouer de la guitare avec toutes ces occupations. Ben, on prend le temps. Je dirais que je suis pas le meilleur des guitaristes, mais ce que j'aime, c'est la musique. C'est le langage de l'âme. La musique, ça a toujours été une place très importante dans ma vie. Puis ce projet-là, donc dont tu parles là, c'est moi, j'étais un guitariste de sous-sol. Là. J'ai commencé à jouer quand j'étais adolescent pour m'amuser. Puis à un certain moment, chez IA, il y a quelqu'un qui a envoyé une espèce d'appel à tous pour dire, OK, j'aimerais ça partir un projet musical pour lever des sous pour Centraide. Puis, j'ai fait des auditions, puis j'ai été pris dans le band, puis j'étais le premier surpris d'avoir été pris dans le band, puis j'étais bien content. Puis, on a fait 3 années complètes où on faisait un show bénéfice à l'Impérial de Québec, là, une belle salle dans la ville de Québec. Puis, c'était des employés TIA, puis nos familles qui venaient. Puis, chaque dollar perçu pour les billets allait directement à Centraide. Puis, aussi, on a été invités pour faire les shows pour le party de Noël de la compagnie. Puis, plutôt que de payer un cachet à un band externe, ben, ils donnaient ce cachet-là en notre nom à Centraide. Puis, dans les 3 années complètes, disons qu'on a fait ça parce qu'on a eu une pause avec la pandémie, on a été capable de ramasser environ 100 000 là. Donc, c'est une belle initiative. On s'amuse. Le calibre musical est très élevé. Ça m'a fait progresser, mais oui, tant qu'à avoir un passe-temps, autant que ça serve dans une œuvre philanthropique. Là. Ben oui, moi aussi, j'adore la musique, mais je veux t'entendre. C'est quoi un défi pour toi? Quelle a été une des chansons que ça a été un vrai défi? Aujourd'hui, tu la maîtrises bien, puis c'est un accomplissement. Ah ouais, ben il y en a plusieurs. On a fait des pièces des années 70, c'est du Deep Purple, puis des trucs un petit peu plus complexes. On a fait Money de Pink Floyd, qui était un bon défi parce que c'est une signature temporelle qui est pas facile. Je dirais que faut rentrer là avec faut élargir ses horizons. T'sais, moi, je suis très... Québec, c'est très hard rock, à la limite, heavy metal. Puis moi, j'aime ça quand je joue chez moi, faire vibrer les murs puis les vitres de la maison. Puis je fais pas des grands solos. Moi, j'aime ça faire des riffs, là, puis j'aime ça faire shaker le plancher. Puis quand on embarque dans un band comme ça, puis on veut faire des shows de qualité, puis on veut faire danser les gens, ben là, il faut maîtriser des styles de musique qui est pas des trucs qu'on écoute là, généralement. Il y a du Sia, puis des Black Eyed Peas. J'écoute pas ça généralement, mais d'apprendre à intégrer ça, puis d'apprendre à rendre ça, puis de voir la musicalité qu'il y a dans tout ça, genre, ça, c'était le plus bel apprentissage, je dirais. OK. Est-ce qu'il y a un lien, un parallèle à faire entre la musique et les mathématiques? Je pense que oui. Dans la musique, c'est très, très, très mathématique, ultimement. C'est des structures, c'est des patterns. Je pense que oui. Je pense que les gens qui aiment... les grands mathématiciens sont des grands fans de jazz. Moi, le jazz, ça me parle pas beaucoup, mais je comprends l'espèce d'improvisation, le chaos structuré qu'il peut y avoir là-dedans. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup d'émotions aussi dans la musique. J'aime beaucoup parler de créativité, j'aime beaucoup parler amener l'aspect humain, l'aspect social dans tout ce que je fais. Je pense que la musique, c'est au cœur de ce qu'on est en tant qu'être humain. Il y a un parallèle intéressant que je trouve avec la finance, c'est que dans les années 60-70, on a vraiment des musiciens, des gens très émotifs qui ont composé puis qui ont créé des œuvres aujourd'hui qui font époque. Et début des années 80, ça, c'est les séquenceurs, la technologie, la musique électropop. Puis, ensuite, les années 2000, c'est un retour à la vraie sonorisation, aux vraies batteries, aux vrais drums, avec des cuivres, des vents. On dirait que, oui, il existe encore des trames, des séquenceurs, puis des trames électroniques, mais le vrai émotif, on dirait que c'est un peu le parcours de la finance aussi, d'avoir essayé des fois des robots conseillers, des choses comme ça, mais l'humain revient.
Oui, tout à fait. Puis même dans le monde de la finance, tu sais, l'investissement institutionnel, là, la fine pointe là, de la technologie, pendant longtemps, c'était du fondamental à la Warren Buffett. Après ça, on a eu le quantitatif quand les ordinateurs sont arrivés, beaucoup de stratégies pour essayer d'exploiter là, les petites irrégularités dans les marchés, les opportunités. Ouais. Il y a des gens comme Jim Simons là, qui sont des monuments de ce domaine-là, l'investissement quantitatif. Oui, puis tu sais, des positions dans les marché pendant quelques heures, pendant quelques jours, des rendements très élevés. Après ça, on s'est rendu compte des limites de tout ça. Puis aussi en finance, bien, si tout le monde fait la même chose, bien, éventuellement, les opportunités disparaissent dans les marchés. Donc maintenant, c'est revenu ce qu'on appelle l'approche humain plus machine. Donc c'est une approche qu'on a chez nous aussi de mélanger le fondamental avec le systématique, mixer les deux ensemble. Il y a plusieurs choses qu'un ordinateur peut faire, mais je dirais, tu sais, l'image qu'on utilise souvent, c'est que le systématique, c'est une façon d'aller faire un paquet de petits coups sûrs dans les marchés. Puis si on les empile, ces petits coups sûrs-là, ça fait une performance qui est composée, qui est très appréciable. Mais il y a des tournants où l'ordinateur ne peut pas capter ça. Puis un meilleur exemple, c'est en mars 2020, quand un fameux dimanche soir, les banques centrales de la planète sont arrivées et dire, OK, devant la pandémie, on coupe les taux d'intérêt, puis on fait tout ce qu'on peut pour sauver l'économie. Il n'y a pas un modèle qui aurait tourné le lendemain matin, dire c'est le temps d'acheter. Ça te prend un humain pour, avec ce qu'on je vais appeler une espèce de fusil à éléphant. On dit, OK, l'éléphant, il est là, c'est le temps d'aller à la chasse à l'éléphant. Donc, de mélanger ces deux approches-là ensemble, c'est ce qui est gagnant. Donc, oui, il y a eu toutes ces évolutions-là aussi, comme tu le dis, dans le monde de l'investissement. Sébastien, c'était un plaisir. Merci beaucoup d'avoir participé au Balado Le Planif. Ouais, merci pour l'invitation. Je suis un fan de longue date, donc c'est un plaisir de venir te jaser aujourd'hui. Le beau-frère en a encore une bonne cette semaine. Sa question, la règle du 4% pour les retraits des sommes qu'on a accumulées justement en vue de sa retraite est-elle encore d'actualité? Avec l'augmentation de l'espérance de vie, ne devrait-on pas être plus prudent puis retirer moins? Si, par exemple, vous avez accumulé 500 000 $ dans vos REER et vous voulez en faire votre fonds de retraite, votre fonds enregistré de retraite, est-ce qu'on retire que 4% ou plus? Évidemment, c'est votre âge qui va le dicter parce qu'avec les FER, eh bien, le montant minimum, il est dicté par la loi. Alors, 4%, des fois, c'est peut-être pas suffisant. Mais si on fait ces projections de retraite avec des retraits de 4%, dans ce cas-ci, avec 500 000, on retire 20 000. Oui, je comprends qu'il peut y avoir Retraite Québec qui vous donne des montants. Il y a la sécurité de vieillesse au fédéral. Peut-être qu'on a d'autres économies. Mais l'important, c'est sans doute de faire quelque chose sur mesure. Et c'est le rôle des planificateurs et planificatrices financières de s'assurer que le 4% est suffisant pour vous. Si vous avez moins de capitaux, ben vous aurez différents choix. Soit prendre plus de risques afin de retirer un 4%, mais la volatilité va augmenter. Ou bien vous trouvez d'autres sources de capital, comme par exemple vendre le chalet pour avoir un apport d'argent ou carrément vendre sa demeure, sa maison, pour avoir des sommes suffisantes pour justement jouer de prudence si vous songez retirer 4% ou si vous songez retirer davantage. Mais quoi qu'il en soit, 4%, 5, 6, 7, peu importe le montant que vous retirez, le plus important, c'est sans doute de considérer l'inflation dans vos calculs. Ici Fabien Major, à bientôt.